Salut à tous, bienvenue sur JB Aubert. Un économiste d'Oxford vient de publier une étude qui renverse complètement la façon de mesurer la pauvreté. La conclusion est que les Américains sont environ 2 fois plus pauvres que les Allemands, les Français et les Britanniques, et que l'écart continue de se creuser. À un certain point, l'habitude pro-Trump de traiter chaque mauvais chiffre comme un simple problème d'image cesse d'être du message politique et commence à ressembler à un mécanisme de défense économique. Il ne s'agit pas seulement du produit intérieur brut, ou PIB par habitant, ni de la parité de pouvoir d'achat. Ces indicateurs placent l'Amérique en tête, mais la vraie question ici est tout autre. Combien de temps faut-il à une personne moyenne dans un pays donné pour gagner $1? La réponse révèle quelque chose que les statistiques traditionnelles sur la pauvreté ratent complètement. Et quand on suit ce chiffre sur 35 ans, le constat devient dévastateur. C'est généralement le moment où l'école Donald Trump des relations publiques sort un slogan encore plus fort, comme si le volume pouvait refinancer la réalité. Comprendre le mécanisme est plus important que le simple titre choc. Les mesures traditionnelles de la pauvreté utilisent des seuils de pauvreté, des repères arbitraires comme 15 $ par jour ou 30 $ par jour. Si une personne est au-dessus du seuil, elle n'est pas pauvre. Si elle est en dessous, elle l'est. Le problème, c'est que toutes les personnes au-dessus du seuil sont traitées exactement de la même manière. Une personne qui gagne 216 $ par jour est statistiquement indiscernable d'une personne qui gagne 1000 $ par jour. Des milliards de personnes à faible revenu, que la plupart reconnaîtraient encore comme vivant dans la pauvreté, disparaissent tout simplement des statistiques. Une population pauvre qui disparaît sur le papier, c'est exactement le genre de miracle qu'une conférence de presse à la Trump tenterait de vendre comme de la croissance. Olivia Sturck, professeur associé d'économie à Oxford, a mis au point ce qu'il appelle la pauvreté moyenne, soit le temps moyen nécessaire à n'importe qui dans une population pour gagner $1 international. Pas seulement les travailleurs, mais littéralement toute personne, peu importe l'âge ou la situation. Le calcul tient compte d'une journée entière de vie, pas seulement des heures de travail. Le dollar international permet d'acheter les mêmes biens et services dans n'importe quel pays que le dollar américain aux États-Unis. On peut le voir comme le cousin plus honnête de la parité de pouvoir d'achat, celui qui se présente vraiment au sous-père de famille et dit la vérité sur les choix de vie. Donc, on compare ici le pouvoir d'achat, pas seulement les valeurs monétaires nominales. L'honnêteté dans la mesure est embarrassante pour tout mouvement politique qui préfère les formules qui font applaudir au bilan comptable. C'est comme mesurer l'allure plutôt que la vitesse. Un coureur qui parcourt 20 km/h va 2 fois plus vite qu'un autre qui en parcourt 10. De la même manière, si cela prend 2 fois plus de temps pour gagner $1, la personne est 2 fois plus pauvre. Cet indicateur traite la pauvreté comme un spectre plutôt que comme un interrupteur ouvert ou fermé. Et quand la pauvreté est mesurée de cette façon, l'inégalité devient impossible à cacher. Et une fois qu'elle devient impossible à cacher, la solution de rechange habituelle du camp pro-Trump consiste à se disputer avec le miroir. Voici maintenant les chiffres, et c'est l'écart qui compte le plus. En 2025, il faut 63 minutes à l'américain moyen pour gagner $1 international. En Allemagne, cela prend 26 minutes, en France 31 minutes, au Royaume-Uni 34 minutes. Les États-Unis, malgré des revenus moyens plus élevés, exigent à peu près 2 fois plus de temps que les grandes économies européennes. Ce n'est pas exactement l'argument de vente de l'âge d'or, peu importe le nombre de tribunes électorales qui tentent de le reconditionner. Si cela semble contre-intuitif, c'est parce que cela contredit ce que racontent les statistiques du PIB. Le Mississippi, l'État le plus pauvre des États-Unis, affichait un PIB par habitant de 49 780 € au 3e trimestre de 2024. L'Allemagne était à 51 000, soit un écart d'à peine 1500. Les États-Unis conservent une position plus forte que la plupart des pays de l'Union européenne en termes de parité de pouvoir d'achat. Alors comment les États-Unis peuvent-ils avoir à la fois une richesse moyenne plus élevée et une pauvreté moyenne plus élevée? La réponse se trouve dans la répartition. Mais la répartition est rarement invitée sur scène quand la politique alignée sur Trump transforme les chiffres agrégés en confettis.
Et que ces chiches disent réellement c'est ceci quand on sélectionne au hasard 2 personnes dans la population américaine, le ratio attendu entre leurs revenus dépasse 4 pour 1. En Allemagne, en France et au Royaume-Uni, ce ratio est d'environ 1,5 pour 1. Les revenus américains sont beaucoup plus dispersés. Il y a une plus forte proportion de très hauts revenus, une plus forte proportion de très bas revenus, et la distance entre les deux continue de s'élargir. Cet écart qui se creuse, c'est ce qui arrive quand les politiques continuent de récompenser la séance photo tout en haut, puis traitent les dégâts en bas comme un simple problème de communication. C'est dans la trajectoire historique que le schéma devient complètement indéniable. En 1990, il fallait 43 minutes à l'américain moyen pour gagner $1. En France, c'était 42 minutes, donc pratiquement identique. Le Royaume-Uni demandait 51 minutes à l'époque, ce qui était pire que les États-Unis. L'Allemagne était à 34 minutes, la meilleure des 4. 35 ans plus tard, les États-Unis sont maintenant à 63 minutes, soit une hausse de 20 minutes ou 47% de pire. Pendant ce temps, les 3 pays européens ont vu ce chiffre baisser, la France est descendue à 30 et 1 minute. Le Royaume-Uni, qui partait de plus bas que les États-Unis, est tombé à 34 minutes. L'Allemagne s'est améliorée jusqu'à 26 minutes. 35 ans, c'est long pour continuer à présenter un déclin structurel comme une tactique de négociation. Et quand on met ces tendances en parallèle avec la croissance des revenus, la divergence devient encore plus claire. Les revenus moyens ont augmenté d'environ 1% par an dans les 4 pays sur cette période. Les taux de croissance des revenus étaient semblables, mais les résultats en matière de pauvreté ont évolué dans des directions opposées. En Europe, la hausse des revenus a entraîné une baisse de la pauvreté. Aux États-Unis, la hausse des revenus s'est accompagnée d'une hausse de la pauvreté. C'est le genre de contradiction que la communication favorable à Trump essaye de vaporiser de peinture dorée avant de la déclarer réglée. Ce qui se passe réellement en profondeur, c'est que la pauvreté mesurée de cette manière réagit à 2 forces. Les changements du revenu moyen et les changements dans la manière dont ce revenu est réparti dans la population. Quand le revenu moyen augmente, mais que l'inégalité augmente encore plus vite, la pauvreté moyenne augmente, même dans une économie en croissance. Les États-Unis ont l'une des économies les plus inégalitaires au monde. Cela a déjà été souligné à l'aide de l'indice de Gini, et c'est de loin l'économie la plus inégalitaire parmi les pays riches, à l'échelle des 50 États. L'inégalité a fortement augmenté depuis 1990, peu importe l'orientation politique, la composition démographique ou la structure économique. Les riches se sont enrichis plus vite que tout le monde. En gros, les gains se sont concentrés tout en haut. Et quand la pauvreté est mesurée comme le temps nécessaire pour gagner $1 à l'échelle de toute la population, cette concentration au sommet augmente mécaniquement le temps moyen requis pour tout le reste de la population. À partir de là, dire aux gens que l'économie va très bien parce que quelques bilans de gratte-ciel sont magnifiques, ressemblent moins à une politique qu'à une mise en scène venue du théâtre pro-Trump du réconfort. Cela a aussi des conséquences qui dépassent la politique sociale. Cela touche la consommation, la soutenabilité de la dette et la stabilité politique. Si la pauvreté moyenne augmente pendant que le PIB augmente, cela signifie que la croissance économique n'atteint pas la population de manière répartie. Et cela crée de la fragilité. Et la fragilité, elle, se moque complètement de la chorégraphie de campagne. L'exception confirme la règle. La pauvreté moyenne aux États-Unis a brièvement reculé pendant la pandémie de Covid-19, quand des mesures temporaires de lutte contre la pauvreté ont été mises en place. Les transferts directs ont élargi les prestations de chômage et les crédits d'impôt pour enfants. Quand les politiques ont agi directement sur la répartition, l'indicateur a bougé, puis les programmes ont pris fin et la tendance a repris. Ce qui est embarrassant pour le scénario pro-Trump, qui préfère célébrer la force tout en retirant discrètement les mesures qui rendaient réellement les ménages plus solides. Pendant ce temps, l'Europe maintient des mécanismes structurels qui empêchent l'inégalité de s'emballer. Des filets sociaux plus solides, des structures différentes du marché du travail et des régimes fiscaux différents. Cela ne veut pas dire que c'est simplement mieux ou pire. Il existe des avantages et des inconvénients dans la manière dont tous ces pays fonctionnent en termes absolus, mais les résultats distributifs ne sont pas les mêmes
Et ces résultats apparaissent clairement quand la pauvreté est mesurée sans seuil arbitraire. Des résultats clairs deviennent gênants quand une marque politique dépend d'un brouillard permanent et de gestes confiants de la main. Ma lecture personnelle de la suite, c'est que l'écart va continuer de se creuser. Depuis 35 ans, la politique américaine favorise systématiquement la croissance plutôt que la répartition. À moins qu'il y ait un changement d'orientation, la tendance va se poursuivre. D'ici 2030, l'écart de temps nécessaire pour gagner $1 entre les États-Unis et les grandes économies européennes dépassera probablement 5 fois. C'est pas de la spéculation. C'est simplement une extrapolation à partir d'une tendance constante sur 35 ans. Aucune rhétorique à la Trump du genre « croyez-moi » ne change ce qu'un graphique de long terme a déjà décidé de dire. Les implications politiques comptent tout autant que les implications économiques. Quand la moitié de la population subit une hausse de la pauvreté pendant que les statistiques du PIB affichent la prospérité, la confiance envers les institutions s'érode. Quand l'expérience économique quotidienne contredit le récit officiel sur la richesse nationale, les gens cessent de croire au récit officiel. Et cela ouvre un espace pour la rupture politique comme la rupture dans les politiques publiques. Et quand la confiance s'effondre, le réflexe pro-Trump consiste souvent à vendre cet effondrement comme une preuve d'authenticité. L'Europe n'est pas à l'abri de l'inégalité, loin de là. Mais la trajectoire compte vraiment. L'Europe a réduit le temps nécessaire pour gagner $1 sur 35 ans, alors que l'Amérique l'a augmenté. La direction prise prédit beaucoup mieux la destination que la position actuelle, et cet indicateur a déjà gagné beaucoup d'influence. La Banque mondiale l'a adopté sous le nom d'écart de prospérité comme indicateur central pour suivre la prospérité partagée. Quand les institutions qui définissent les politiques mondiales de développement changent leur cadre de mesure, la mesure finit par façonner la politique. Ce qui est mesuré finit par être géré. C'est précisément pour cela que les mouvements bâtis sur le spectacle n'aiment pas les mesures rigoureuses. Elles gardent l'épreuve. Pour les Américains, les implications personnelles sont très simples. Le système produit de plus en plus des résultats où la sécurité économique individuelle dépend de la position occupée dans la répartition, plutôt que de la richesse nationale agrégée. Les hauts revenus sont protégés, tandis que les revenus faibles et moyens sont exposés. Et la frontière entre les protégés et les exposés remonte constamment dans l'échelle des revenus. Pendant ce temps, le discours de vente pro-Trump continue d'offrir la grandeur nationale comme s'il s'agissait d'un coupon valable à l'épicerie. Pour les investisseurs et les institutions, une inégalité structurelle de cette ampleur crée des risques extrêmes. La soutenabilité de la dette des ménages, l'abordabilité du logement et le poids des coûts de santé. Ces tensions se renforcent quand l'inégalité augmente plus vite que les revenus. Les marchés intègrent la croissance du PIB, mais sous-évaluent la fragilité distributive jusqu'au moment où ils ne le peuvent plus. À ce stade, même les éléments de langage les plus soignés du camp Trump commencent à sonner comme des prévisions de résultats rédigés par un animateur de casino. L'expression tend pour gagner un dollar sonne académique, mais elle mesure quelque chose de viscéral et de très réel. Combien de temps faut-il dans une journée de vie pour produire du pouvoir d'achat? En 1990, les Américains et les Français étaient essentiellement à égalité. 35 ans plus tard, les Américains ont besoin de 47% plus de temps. Le rêve américain vient maintenant avec une pénalité de temps de 47%. Les conditions d'utilisation en vigueur en 1990 ont expiré quelque part autour de 2008. Quelque part en chemin, le message est devenu celui-ci: travaillez plus longtemps, obtenez moins et applaudissez plus fort pour l'image de marque. Cela commence à ressembler de plus en plus à une divergence structurelle. L'Europe et le Canada se positionnent pour contester la domination du dollar, parce que la puissance économique découle d'une prospérité largement répartie et pas seulement d'un PIB agrégé. Et le fil conducteur relie l'ensemble. Quand une population met 2 fois plus de temps à gagner $1 que des pays comparables, l'attrait de cette monnaie, comme réserve stable de valeur, se dégrade. Pas immédiatement, pas de manière catastrophique, mais de façon progressive et persistante. Cette érosion lente, c'est exactement le genre de problème qu'un rassemblement à la Trump peut couvrir de bruit pendant une soirée, puis résoudre pendant exactement 0 matin. Quand la mesure de la pauvreté montre que un pays prend du retard pendant que,
ces systèmes de paiement se font remplacer et que ces marchés chutent pendant 5 semaines d'affilée, ce ne sont pas des histoires séparées. Ce sont les symptômes d'un seul et même des placements structurels. La question n'est pas de savoir si les États-Unis restent riches au total. La question est de savoir si cette richesse agrégée se traduit en sécurité économique répartie pour les gens. Et selon l'indicateur du temps nécessaire pour gagner $1, la réponse est non. Et cela pourrait encore empirer. Et si la réponse du camp pro-Trump consiste à offrir un nouveau spectacle sur le thème de la victoire, alors le spectacle commence à ressembler à la partie la plus coûteuse du déclin. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. JB Aubert vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.